Ouais. Donc, nous allons voir l'administration du stockage. Alors, le stockage, bon, que ce soit dans Azure ou pas, c'est un élément très, très important. Donc, dans Azure, encore plus, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Donc, nous allons voir d'abord ce qu'on appelle les comptes de stockage. Ensuite, comment on gère les stockages blob. Peut-être que vous avez une fois entendu parler. Et puis les stockages, la sécurité du stockage, et puis les stockages avec Azure File. Alors, le compte de stockage, c'est quoi? Si vous avez lu le document que je vous ai envoyé, un compte de stockage, c'est quoi? Pour ceux qui ont lu. Un compte de stockage, c'est quoi? Pas lu. Vous n'avez pas lu. Qui a lu? Qui a lu? Vous n'avez pas lu. Un compte de stockage. Ah, les gars. Je n'ai pas lu, mais en plus, c'est sérieux. Oui, vas-y. Et puis, je dis, Que tu n'as pas encore dit. Le compte de stockage, c'est quoi? un compte de stockage, qu'est-ce que je peux dire? C'est. Je sais que quand on a parlé de compte, on avait parlé de conteneur. Mhm, Et je pense que c'est un conteneur mhm, qui, bon, comme tout est objet, hein, qui stocke des objets. mhm. Oui, mais c'est pas dans tous les cas. Non, c'est pas dans tous les cas que Des c'est objets de contenu. données, puisque on parle de stockage. Oui, mais c'est pas dans tous les cas, on parlera de Conteneur. conteneur. Voilà. Donc, Mhm. la définition n'est pas assez globale pour prendre en compte tout. Alors, sachez que le compte de stockage, c'est à l'image des systèmes de fichiers. D'accord. Alors, par définition, un système de fichiers, son rôle sera de prévoir, sinon de définir comment les données vont être disposées, sinon traitées ou gérées sur un stockage. Mhm. Donc, quand vous prenez par exemple le FAT32, le Ouais. NTFS, le REFS, et puis les systèmes de fichiers de l'environnement Linux et autres, je VMware. Donc, chaque type de file system a sa manière de stocker les données. Il y a des file systems pour lesquels la sécurité est encore plus avancée. Il y en a où la sécurité est moindre, ainsi de suite. Il y en a qui Mhm. permettent certaines choses et d'autres ne permettent pas, ainsi de suite. Donc, c'est le type de système de fichiers qui permet de savoir comment nos données peuvent être traitées et manipulées. C'est la même chose chez Azure. Voilà. Donc, chez Azure, le compte de stockage, c'est lui qui va définir comment les données vont être stockées et puis quel type de données on va stocker. Donc, en fonction du type de compte de stockage, on saura quel type de données on va stocker et comment ces données-là vont être stockées et gérées. D'accord. Ça, c'est le rôle du compte de stockage. Alors, j'aime toujours ramener un peu en arrière parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le cloud, ça a commencé quelque part. Et puis, sachez que foncièrement, du point de vue intrinsèque, il y a des choses dans l'informatique qui n'ont pas changé. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas changé. Donc, aujourd'hui, compte de stockage, tout ce qu'on voit sur Azure, c'est parce que cela a existé déjà d'une certaine manière dans Windows Server, par exemple, ou bien sur nos PC, avec les Windows CVN et consorts. Mhm. Alors là-bas, il y a
un service qu'on appelle service de, de, de fichiers et de stockage. Mhm. Il y a eu des moments où ils ont appelé ça File and Print Service. Mais aujourd'hui, c'est devenu service de fichiers de stockage. Et par défaut, quand vous installez un PC ou un serveur, vous n'avez pas besoin de venir configurer, hein, ce service-là avant de pouvoir accéder à vos données ou bien à vos disques ou bien à vos volumes ou bien à vos dossiers. Mhm. Par défaut, quand vous installez un serveur, lorsque le serveur finit de s'installer, vous vous connectez, vous atterrissez directement, il y a déjà l'explorateur Windows, il y a déjà les disques durs qui sont là que vous pouvez voir, les volumes, ainsi de suite. Cela est possible parce que pendant l'installation, il y a eu ce service-là qu'on appelle service de stockage de fichiers qui a été activé par défaut par Windows. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que lors de l'installation, si ce service-là n'avait pas été activé, Mhm. peut-être même que l'installation n'allait pas avoir lieu. Parce qu'il faut un endroit qui est reconnu comme espace de stockage, endroit de stockage par Windows pour y stocker les données. Donc, ça veut dire que c'est l'élément primordial, si vous voulez. C'est le Mhm. bassin. Le bassin, je dis bien le mot bassin, parce que c'est le bassin à travers lequel Windows commence. Donc, Mhm. sans le compte de stockage, Windows même n'allait même pas exister. Puisque quand tu prends tu prends ton DVD, tu mets dans le lecteur, quand il commence, il doit trouver un endroit où, quand il va se décompresser, là, il va se déposer. Et pour trouver cet endroit-là, il faut qu'il y ait un système de fichiers qui soit déjà prêt pour ça. Bon, je vous explique, hein, parce que vous êtes des experts. Sinon, au démarrage, il faut ça. Et c'est la même chose quand vous partez même sur le portail. Pour ceux qui ont prêté attention, lors de votre première connexion sur le portail, portal.azure.com, là, lors de votre première connexion, vous avez reçu une fenêtre qui vous disait de cocher quelque part pour créer un compte de stockage. On vous a même donné les caractéristiques de ce compte de stockage, mais vous n'avez pas prêté attention. Pourquoi? Parce que si ce compte de stockage n'existe pas, non seulement tu ne pourras pas te connecter, et puis aucune donnée n'allait pouvoir être générée et traitée. Parce que dites-vous que chez Microsoft, quand tu te logs, ça génère déjà des logs. D'accord. Vous-même, vous ne savez pas ça. Si, si. Prenez vos PC. Quand tu te logs, ça génère des logs. Quand tu te déconnectes, ça génère des logs. Quand tu fais une action, ça génère des logs. Donc, tout ce que tu vas faire, tu cliques à gauche, tu vas, tu reviens, tu rafraîchis, tout ça, ça génère des logs. Mais il faut bien que ces logs-là soient stockés quelque part. C'est ça. Et puis, on les stocke comment? Dans quel format? Donc, tout ça, c'est le compte de stockage qui définit tout ça. Donc, normalement, lors de votre première connexion, on vous a demandé, mais vous n'avez pas prêté attention. C'est pourquoi je vous rappelle. Donc, c'est le rôle du compte de stockage qui doit dire quelles sont les données, les types de données, et puis comment on doit les stocker. Bon, j'ai beaucoup parlé sur ce module parce que c'est un peu le truc. Donc, chez Azure, on a 4 types de comptes de stockage. On a les comptes de stockage en conteneur, qu'on appelle aussi blob. On a les comptes de stockage en table, pour tout ce qui est données structurées, telles que les bases de données. On a les comptes de stockage en file, pour faire le partage de fichiers à travers les dossiers. Et puis, on a les comptes de stockage en, en queue ou bien file d'attente. Mhm. Conteneur. Mhm. Donc, les comptes de stockage en queue, en queue, bon, en français, c'est queue ou bien file d'attente. Donc, sachez que
Sur les quatre, il y a deux qui vont retenir notre attention lors de ce cours. Il s'agira du blob, c'est-à-dire le conteneur, et puis du dernier qui est file. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, ou bien ne sont pas utilisés, sont utilisés, mais dans d'autres environnements, hors que ce que l'administrateur Azure fait. D'accord. Voilà. Donc, la première des choses, sinon le premier, c'est conteneur Azure. Lui, avant de stocker les données, tu dois créer des conteneurs. Et donc, c'est à l'intérieur des conteneurs que tu stockes tes données. Donc, tu crées le compte de stockage en blob et à l'intérieur de ce compte de stockage, tu crées des conteneurs. Les conteneurs sont un peu à l'image de nos dossiers, un peu comme les dossiers. Donc, tu crées ces conteneurs et c'est à l'intérieur des conteneurs que tu vas stocker tes données de type blob. Alors, on peut créer autant de conteneurs qu'on veut ou qu'on peut sur Azure. Ce n'est pas ça le problème pour Microsoft. Ils ont assez d'espace. Mhm. Mais le problème, c'est ce que tu vas payer. Parce que quand tu as créé 10 000 conteneurs et que tu as rempli ces 10 000 conteneurs de données, dis-toi que quelque part, Microsoft est en train de te facturer. C'est ça, non? Mhm. Voilà. C'est comme par exemple, tu rentres dans un restaurant. On te dit buffet. Tu manges ce que tu peux manger ou ce que tu veux manger. Mais il y a des caméras, des choses qui sont là, qui filment, qui enregistrent tout ce que chacun fait. Quand tu dis, Mhm. bon, moi, je suis rassasié, c'est bon, et puis on passe en revue tout ce que tu as fait dans le restaurant, et puis on te sort la facture. C'est un peu comme ça. Donc, quand Azure vous dit, il y a assez d'espace, vous pouvez utiliser, c'est qu'il y a un pied derrière. C'est un peu ça. Mhm. Donc, le blob, c'est quoi? Pour revenir sur ça, sachez que le blob, dans la vie active, sinon naturellement, c'est quelque chose, je préfère employer ce mot, c'est quelque chose, parce que le blob n'est ni euh, un, un végétal, quoi, c'est végétal, non? Bon, voilà, n'est ni de la famille des végétaux, n'est ni Mhm. animal. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pourquoi j'ai dit une chose. Donc, il est une structure, voilà, naturelle qui est à cheval entre les végétaux et les animaux. Ça ressemble un peu, pour ceux qui ont déjà mis pied en brousse, bon, ou bien qui ont déjà vu des arbres, il y a souvent, vous voyez des structures verdâtres collées sur les écorces des arbres. Mhm. Voilà, c'est un peu comme ça que le blob est. Vous pouvez taper même dans Google, vous allez chercher blob. On va vous montrer l'image. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de prendre toutes les formes qu'il veut, qu'il peut, prendre les couleurs aussi qu'il peut, et puis se nourrir, hein, de là où il est scotché. Donc, si tu le colles à un mur, il va tirer sa substance de nourriture dans le mur. Tu le colles à un arbre, ainsi de suite. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Microsoft a utilisé ce nom pour dire que le compte de stockage en blob est capable de se transformer, de se dilater et de faire presque tout et n'importe quoi. C'est un peu ça, l'idée. D'accord. Donc, Microsoft, comme il y a beaucoup, Microsoft va nous proposer, en termes de bonnes pratiques, certains types de comptes de stockage à utiliser. Donc, on aura ce qu'on appelle en anglais General Purpose V2, ou bien en français usage général standard V2. Alors, Mhm. c'est un type de compte de stockage qui peut gérer les données en blob, en fichier, en file d'attente, data lake storage et puis table. Donc, lui, il peut faire tout. Et en général, c'est celui-là que vous allez utiliser lorsque vous allez faire les labs ou bien créer vos comptes de stockage. Parce qu'une fois que vous le choisissez, le compte de stockage que vous créez là, il peut traiter les blobs, il peut traiter les fichiers, il peut traiter les logs, il peut traiter les files d'attente, ainsi de suite. Mhm.
Maintenant, si vous ne voulez pas et que vous avez des exigences spécifiques, on a des comptes de stockage en objet bloc du bloc premium. C'est-à-dire que c'est typiquement blob. Voilà. Et pourquoi premium? Parce que en termes de transactions, hein, en entrée et en sortie sur ces blobs-là, le taux de transaction est très élevé. Si on veut parler en termes de volume de 10, c'est que la vitesse de lecture et d'écriture est élevée. C'est ce que ça veut dire. Ok. On a aussi les comptes de stockage en partage de fichiers premium. C'est-à-dire que c'est ce compte de stockage qu'on va utiliser si toutefois on veut faire des partages de dossiers, hein, comme ce qu'on appelle les shares sur nos serveurs de fichiers, ou bien dans l'environnement Linux, hein, à travers un serveur Samba. C'est la même chose. Mais ici, pour pouvoir le faire, il faut que le compte de stockage soit en partage de fichiers premium. Et puis, on a les objets blocs de page premium qui sont utilisés pour tout ce qui est haute performance. Bon, ça, c'est dans les centres de recherche et autres. C'est bon? Et sachez que quand vous créez un compte de stockage, tout ce qui est manipulé, c'est-à-dire toutes les données manipulées à travers ce compte de stockage sont par défaut cryptées à travers un service qu'on appelle Storage Service Encryption de Microsoft, enfin de Azure. Donc, par défaut, toutes vos données sont cryptées dans Azure. Donc, ceux qui disent que, bon, sécurité, tout ça, c'est un argument. Maintenant, on va aborder les stratégies de réplication. Tout à l'heure, je disais que le compte de stockage va définir quel type de données. Donc là, on vient de voir les types de données. Ça peut être des fichiers, des logs, des files d'attente, ça peut être des images, des binaires, ça peut être aussi des bases de données. Maintenant, comment ces données-là vont être stockées? Là intervient maintenant la stratégie de réplication. Donc, on aura des comptes de stockage avec comme pour modèle de réplication du LRS. Le LRS, ça veut dire que toutes les données à travers ce compte de stockage auront 3 copies. Donc, les 3 copies à l'intérieur d'une même région. On a vu ce que c'est qu'une région Azure. Une région, on a dit, c'est quoi? Est constituée d'au moins un data center ou 2 ou au maximum 3. Voilà. Donc, ici, ils n'ont pas précisé ce qu'on te dit. Tu as 3 copies à l'intérieur d'une même région. Si c'est dans un seul data center, ouais. Si c'est dans 2, ouais. Si c'est dans 3, c'est que si tu as 3 copies. C'est bon? Et les données sont protégées contre les défaillances de disques, de nœuds, de racks. Bon, ça, pour ceux qui font un peu de l'infra, je vous explique. Quand vous prenez une baie de stockage, pour les baies de stockage de ce qu'on appelle les entry level, c'est-à-dire que les bas de gamme ou bien les middle, les milieux de gamme, qu'est-ce que normalement un bon administrateur fait? C'est-à-dire que quand il veut créer, par exemple, un volume, si je prends la baie à, par exemple, 24 disques, et il veut créer, par exemple, un RAID 5 qui prend au minimum 3 disques, il ne doit pas prendre les 3 disques successifs. C'est-à-dire que le disque numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, on ne fait pas ça. Parce que dans la baie, si la baie fait 24 disques, les 24 disques sont divisés par bloc de soit 8, en 3 blocs de 8, ou bien en 4 blocs de 6. Donc, si tu prends les 10 de manière successive, le jour un bloc entier de la baie tombe en panne, tu perds tout. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Allô? Oui, oui. Donc, pour éviter que vous perdiez tout, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un autre volume en prenant les 10 de manière un peu disparate dans la baie. Donc, je peux prendre le 10 numéro 1, aller prendre le 10 numéro 10, et puis aller prendre le 10 numéro 24.
pour faire mon RAID. Donc, ça veut dire que si une partie de la baie tombe, j'aurai toujours accès à mes données. Vous comprenez? Bon, je vais vous montrer un exemple, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. OK. Je prends par exemple cette baie-là, qu'on D'accord. appelle la MSAP 2000 chez HP. Alors, elle a 24 disques. Et physiquement, quand vous regardez devant, vous voyez quoi? C'est divisé en 3. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a les 8 premiers, les 8 suivants, les 8 derniers. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, si tu veux faire ton volume, que tu prends les 3 ou bien les 4 à l'intérieur d'un même bloc, c'est pas bon, c'est dangereux. Oui, Et oui. oui, c'est pourquoi Azure dit que hein, les données sont protégées contre la défaillance du disque, de nœuds et de racks. Donc, D'accord. eux-mêmes, ils vont au-delà. Donc, ça veut dire que le nœud ici, c'est le bloc en question dont je vous parle. Le rack, c'est que dans un même rack, on a plusieurs baies comme ça. Donc, les baies peuvent être stackées. Donc, on peut avoir une pile de, par exemple, 10 baies. On les stack. Physiquement, c'est 10, mais en réalité, c'est comme si c'est un seul. Voilà. Donc, je peux prendre un 10 en bas, un 10 au niveau du 15e, de la 15e baie, ainsi. Donc, c'est pourquoi on parle de protection hein, contre les défaillances de disques, de nœuds et De de rack. racks. Est-ce que tout le monde a vu ça? Oui, oui. En OK. tout cas, ça va. Lecture, on dit quoi? L'écriture est reconnue lorsque tous les réplicas sont validés. Ça veut dire quoi? Donc, Azure va considérer que tu as les 3 réplicas lorsque l'écriture sur les 2 autres, hein, les données sont répliquées vers les 2 autres. Donc, au niveau du premier, on va dire OK, c'est fini lorsque les 2 autres réplicas ont fini d'écrire. Puis c'est 3. Donc, les données viennent au niveau du premier et ils répliquent sur les 2 autres. Donc, c'est lorsque, au niveau des 2 réplicas, on a fini d'écrire que le premier qui reçoit peut dire à celui qui envoie les données que, OK, les données ont été reçues, c'est fini. C'est pas si vous D'accord. comprenez. Voilà. Donc, il est à même de supporter les raids supérieurs à double parité. Bon, ça, vous connaissez les raids, on a ce qu'on appelle le raid 1. Le RAID 1 utilise 2 disques C'est ça. en miroir. Donc ici, à double parité, ça veut dire que s'il y a un 3e disque qui s'ajoute. Donc ça veut dire que tu as le miroir du miroir. Oui, je vois. Voilà, donc ça va être 3 disques. C'est Donc si ça. vous pouvez perdre jusqu'à 2 disques sans problème. C'est bon? Oui, oui. Bon. Le suivant, c'est le ZRS. Tu as aussi 3 réplicas de tes données, mais cette fois-ci, on te précise à l'intérieur de 3 zones. Donc, ça veut dire que c'est une zone complètement constituée, puisqu'on a vu que quand une zone a 3 data centers, on a 3 zones de disponibilité. C'est ça. Donc, les Z que vous voyez, ce sont les zones de disponibilité. Voilà. Et protège contre les défaillances de disques, de nœuds, de rack aussi. Écriture synchrone dans les 3 zones. Donc, ici, ce n'est pas asynchrone. C'est-à-dire que la même donnée peut être modifiée sur Z1 ou bien demain sur Z2 ou demain sur Z3, mais il y a une réplication synchrone entre les zones. D'accord. Donc, eux tous, à l'instant T, sont au même niveau. C'est ça. Donc, ces 2 premiers-là, les données sont à l'intérieur d'une même région. C'est ça. Les 2 suivants, les données seront à l'intérieur de plusieurs régions. Donc, on a le GRS. Le GRS, c'est le même LRS, mais en double. D'accord. Donc, tu auras 6 réplicas de tes données à l'intérieur de 2 régions, donc 3 par région. Et sur la seconde région, tu auras une réplication asynchrone.
Mhm. Voilà, simplement. Le RAGRS, c'est le même GRS, mais sauf que cette fois-ci, Microsoft va vous donner un accès en lecture seulement sur la seconde région. D'accord. Voilà. Sinon, c'est le même fonctionnement, hein, seconde région. Mhm. Maintenant, les grands frères, maintenant. On a le GZRS, c'est une combinaison du LRS et du GRS. Donc, ça veut dire que tu as le premier, tu as 3 copies dans 3 zones de disponibilité dans une région, et puis tu as Mhm. 3 autres copies dans une autre région. Mhm. Voilà. Et il y a un lien asynchrone entre la première région et la deuxième région. Donc, c'est la même chose aussi que le RAGZRS, mais cette fois-ci, tu as un accès en lecture sur la seconde région. Est-ce que ça D'accord. va? Ouais, Voilà. ça va Maintenant, bien. ce que vous devez savoir, c'est que pour toutes les solutions euh, au niveau du stockage, quand vous entendez standard ou bien premium, standard, ça veut dire que on a un débit qui peut aller jusqu'à 300 mégabits par seconde. Mhm. Ça, c'est les solutions standards. Les solutions premium, on a des débits qui peuvent aller jusqu'à 5 gigabits par seconde. Voilà. Mhm. Donc, comme je le dis sans cesse, votre rôle en tant qu'administrateur n'est pas seulement et toujours d'être devant les écrans pour taper, mais c'est de faire montre de votre expertise chaque fois que on va vous solliciter. Il faut pouvoir donner les bons conseils parce que dans Azure, on a une pléiade de solutions et il faut pouvoir donner la bonne et la meilleure solution en fonction de la situation. Mhm. Parce que si vous utilisez la mauvaise solution, ça va vous coûter C'est ça. pour rien. Et l'exemple que je donne toujours, c'est comme je disais toujours que chaque fois qu'il y a des opérations de maintien d'ordre, au lieu d'envoyer nos amis CRS qui sont formés pour ça, eh Mhm. bien BAE, vous partez prendre les paracommandos. Bon, là, je ne sais pas ce que vous cherchez, hein. C'est vrai, ils peuvent faire le travail, mais C'est bon, du gaspillage. Mhm. voilà. Parce qu'eux-mêmes, eux, c'est quand ils entendent le bruit des fusils, voilà, ça les excite. Mais bon, des gars qui sont dans la rue, lancer cailloux, brûler pneus, bon, ça c'est. C'est qu'eux, ils vont régler ça même en 2 minutes, sans matraque, rien. Mais ce sera du gâchis. Parce que un gars de CRS, quand il sort, il a une prime journalière de peut-être 3 000. Le paracommando béret rouge, quand il sort, sa prime journalière peut-être c'est 15 000. Donc, tu vois Mhm. que tu vas dépenser cadeau, hein? L'argent des cinq. Voilà. Et donc, il faut pouvoir bien analyser et choisir toujours les bonnes solutions. C'est bon? Mhm. Ah, Voilà. c'est bon. Donc, on a vu les différents types de comptes de stockage, quelles sont les données qui peuvent traiter. On vient de voir les modèles de réplication que chaque compte de stockage peut prendre. Et D'accord. chaque fois que tu choisis, sache que toutes les données-là seront dispersées comme ça dans Azure, ainsi de suite. Maintenant, comment on accède à nos données une fois qu'on crée un Mhm. compte de stockage? Alors, chaque fois qu'on a créé un compte de stockage, Microsoft va vous donner une URL. Parce que dites-vous que sur Azure, tout se passe par interface web. Mhm. Donc, vous aurez, euh, comment on appelle ça? Vous aurez une URL pour chaque type de compte. Donc, si vous créez un compte en blob, vous aurez https mon compte de stockage.blob.com.windows.net. Donc,
la fin de l'URL, c'est-à-dire qu'à partir de blob.core.windows.net, ça, c'est inchangé pour tout le monde. Peu importe ton tenant, le pays où tu es, que tu sois en Corée, en Australie, en Antarctique, partout où tu es, quand tu crées un compte de stockage en blob, l'URL pour accéder aux données, la partie blob.core.windows.net ne change pas. C'est la partie seulement mon compte de stockage que tu personnalises. Donc là, c'est le nom de ton compte de stockage que tu mets là. Et c'est de même pour les comptes de stockage en table, en file d'attente et en fichier. C'est bon? Maintenant, comme nos organisations ont leur nom de domaine personnel, c'est ça. Je prends par exemple l'exemple de Fictech, on a fictech-it.ci. Donc, si chaque fois qu'on doit accéder à nos données, on doit aller taper quelque chose de Microsoft, bon, ça ne sera pas aisé pour tout le monde. Et puis, pour une question même de bien paraître, hein, il faut fonctionner avec ton nom de domaine quand même. C'est ça. Voilà. Donc, on aura la possibilité de personnaliser ces URL-là, voilà, pour que ça devienne avec nos propres noms de domaine. Donc, par exemple, si c'est Fitech, on pourra personnaliser pour que ça devienne https mon compte de stockage .fitech-it.ci, simplement. Et pour le faire, on doit faire ce qu'on appelle l'ajout de domaine et Azure va nous donner des références, sinon des informations pour aller créer des enregistrements sur notre DNS public, sur notre hébergeur. Et une fois que c'est fait, Azure va checker, valider et ajouter notre domaine d'entreprise pour qu'on puisse l'utiliser dans nos URL. D'accord. Voilà. Donc, on a vu ce qu'on appelle Endpoint Services. Qui se rappelle? Endpoint Services. Point de terminaison. Samedi passé ou samedi surpassé? Je suis passé, je crois. Et on a dit que c'était quoi? Ah, elle a tué la fille. On n'a même pas bossé. Donc, alors, le point de terminaison, c'est une solution qui permet de limiter l'accès au réseau, hein, sur des ressources. Oui, c'est ce que Donc, tu avais dit. voilà. Donc, généralement, on va l'utiliser sur les comptes de stockage. Donc, quand je crée un compte de stockage, rappelez-vous de ce que j'ai dit. J'ai dit, le compte de stockage va définir comment on va gérer nos Stocker. données, les manipuler, les stocker. Voilà. Donc, si je stocke des données avec un compte de stockage, j'ai la possibilité de dire telle machine, tel sous-réseau, tel réseau ne peut pas accéder à... Voilà. Donc, c'est le point de terminaison qui nous permet de pouvoir traiter ce côté sécurité réseau-là. Donc, lors de la création du compte de stockage, on peut le paramétrer automatiquement. C'est bon? Oui. Voilà. Si on n'a pas paramétré par défaut, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est bon? C'est bon. OK. Donc, nous allons voir de manière spécifique deux types de comptes de stockage. On a les comptes de stockage en blob qu'on va voir maintenant. Et par la suite, nous allons voir les comptes de stockage en file pour le partage des fichiers. Alors, je disais que le blob peut stocker tout type de données, structurées ou non structurées, des binaires, des photos, des images. Le blob peut stocker tout type de données.
n'importe quel type de données. C'est bon? D'accord. Maintenant, quelques utilisations courantes du blob. Mise à disposition d'images de documents directs dans un navigateur. Donc, quand vous naviguez sur un site web, les images, les vidéos que vous voyez, tout ça, ça peut être généralement des images ou des vidéos qui sont stockées à travers un compte de stockage en blob. Pourquoi? Parce que le blob permet un accès distribué. Oui, un accès distribué. Et du streaming, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même vidéo, une seule instance, la même vidéo, peut être regardée par des milliers de personnes en même temps. Et puis, un peu comme ce que Netflix fait. Netflix, tu dis quoi? Oui, c'est ce que Netflix fait. Netflix utilise du blob pour faire ce qu'on appelle de l'accès distribué. Donc, c'est le même film où Netflix ne fait pas de diffusion comme les RT ou bien les canals. Voilà. Mais c'est à travers Internet. Donc, ça veut dire que le même film, là, il dépose à un endroit en blob. Et le même film peut être lu par des milliards de personnes en même temps. Donc, moi, je peux être au début du film, toi, tu peux être à la 5e minute, Domi peut être à la fin du film, il y a un autre là-bas qui regarde, lui, il a mis pause, l'autre, ainsi de suite. Bon, peu importe, mais il permet un accès distribué. Donc, ça, c'est un cas pratique dans du blob. Et le monsieur, bon, comme ils sont aux États-Unis, lui, il a vu ça très tôt. Donc, en même temps, paf, il a saisi l'opportunité. Il est devenu milliardaire. Voilà. Donc, quand vous voyez les opportunités, n'attendez pas pour dire, bon, et si. Il faut faire. Ceux qui ont vu et puis qui ont hésité, là, actuellement, ils sont en train de chercher à payer les actions de Netflix en bourse. C'est bon? Donc, on peut l'utiliser aussi pour faire de la sauvegarde, pardon, pour stocker les données de sauvegarde, de restauration, de l'archivage, tout ça. Voilà. C'est bon? Donc, comme je l'ai dit, tu crées le compte de stockage. Ici, l'exemple, c'est un compte de stockage qu'on appelle production. Et à l'intérieur de ce compte de stockage, on va créer des conteneurs, un conteneur qu'on appelle image, un conteneur qu'on appelle film. Et puis, à l'intérieur de chaque conteneur, maintenant, on met nos données. C'est simple, hein? C'est comme ça que ça marche. Donc, les conteneurs, je vous l'ai dit, c'est un peu comme les dossiers. Oui. Voilà. Donc, comment on crée un conteneur de blob? Aussi simple, hein? Voilà. Donc, tu vas dans ton compte de stockage que tu as créé en blob. On va voir tout à l'heure si le temps nous permet. Et tu fais un nouveau conteneur. Tu lui donnes un nom. Et tu indiques le niveau d'accès, simplement. Voilà. Si c'est un accès privé, c'est-à-dire que, à part toi et toutes les ressources qui sont dans ton réseau, personne ne peut accéder à ce conteneur. Voilà. Tu peux dire, par exemple, objet blob, accès en lecture anonyme pour les objets blob uniquement. Donc, ça veut dire que on peut avoir un accès anonyme, mais seulement pour d'autres objets en blob. Ou bien tu peux donner un accès anonyme si toi, ton conteneur, à d'autres conteneurs, ainsi de suite. Voilà. C'est bon? Voilà. Le nombre de conteneurs est illimité. D'accord. Les conteneurs peuvent avoir un nombre de blobs illimité. Donc, tu peux créer autant de conteneurs que tu veux. Tu peux ajouter autant de données que tu veux. Mais rappelle-toi de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Quand tu es arrivé, ils t'ont dit c'est buffet. Mais tu finis de manger avant de payer. Donc, tu arrives, tu vois la table d'entrée. Ça quitte ici, ça arrive là-bas. Tu prends assiette, tu prends salade, œuf,
qu'on appelle les saucisses, jambon, machin, tout ça. Tu viens t'asseoir, tu manges. Tu vas voir que, ah, André n'a pas encore mangé œuf, hein. Tu vas aller faire omelette. Tu manges avec pain. Ah, j'ai pas encore bu café, hein. Tu vas boire café. Ah, mais il y a croissant, tout ça, non? Tu vas prendre croissant avec pain au chocolat. Donc, tu vois que pour l'entrée seule, c'est parti au moins 4 fois. Tout ça, ils ont noté, hein. T'attends. Plat de résistance. C'est toi, t'es ivoirien, non? Il y a biocosseux, il y a foutu banane avec sauce graine. Tu vois, non? Il y a les sauces arachide avec poulet. Il y a un loco avec poisson frites. Tu vois? Il y a du riz Mhm. garni un peu avec des sauces légumes. Quand tu as fini tout ça, et puis il y a un gars qui te dit, ah, mais si tu as goûté à la sauce de Blacali là. Il dit, ah bon, il y a Blacali. Tu t'en vas encore. Non, tu finis, il y a dessert. Dessert là, il y a yaourt, il y a les gâteaux, il y a les jus. Donc, comme on te dit des buffets, il y a du vin. Voilà. Tu dis, oh garçon, seulement un verre de vin là. Oh, un verre de vin fait 10 000. Tu sais pas. Et c'est quand tu finis, on te dit, bon, monsieur, vraiment, vous avez été l'un de nos meilleurs clients aujourd'hui. Vous avez fait, vous avez fait plaisir. Oui, mais c'est ça. Vous avez fait plaisir. Et on te sort la facture, tu as peut-être 200 000. C'est là que tu vas te rendre compte que tout ce qui n'est pas tout ce qui est gratuit n'est pas gratuit, en fait. Hmm. Donc, quand Agir vous dit c'est illimité, c'est gratuit, bon, faites attention. D'accord. Maintenant, au niveau de Azure, il y a ce qu'on appelle le niveau d'accès. Ok. Le niveau d'accès est différent. Le niveau d'accès des conteneurs est différent du niveau d'accès des blobs. Voilà. Ok. Ben, les deux, c'est le niveau d'accès, mais c'est différent. Alors ici, ça traite de comment nos données vont être disposées. Hein, on peut les reclasser, changer leur position en fonction, par exemple, de l'utilisation. Ici, c'est basé sur l'utilisation. Mhm. L'autre niveau d'accès, c'est pour autoriser les accès. Ici, c'est en fonction du type ou bien de la manière dont nos données seront utilisées. Donc, par exemple, D'accord. les données à chaud, ce sont les données qui sont couramment utilisées. Eux, quand tu crées, hein, un objet blob et puis tu indiques l'accès à chaud, tu es en train de dire à Azure de maintenir ces données-là sur des disques rapides, comme par exemple les SSD. D'accord. Quand tu choisis le niveau sporadique, tu es en train de dire à Azure de maintenir ces données-là sur des disques de type SAS, par exemple. Quand tu choisis le niveau froid, tu es en train de dire à Azure de maintenir ces données-là sur des disques SATA, par exemple. Et Mhm. le niveau archive, tu es en train de dire à Azure de garder ces données-là sur des disques qu'on appelle les nearline, c'est-à-dire que des NL. C'est des gros disques. Peut-être que vous avez une fois vu, vous n'avez pas fait attention. Il y a des disques qui ressemblent un peu à nos anciens disques de PC, mais qui peuvent Oh. faire par exemple 10 Tera. Un seul disque peut faire 10 Tera ou 20 Tera. Mais ce sont Mhm. des disques très lents. Donc, on va les utiliser pour la partie archive. C'est bon? D'accord, c'est bon. Alors, ça aussi, je vais vous ramener en arrière. C'est une technologie des baies de stockage. Que, ben oui, je vous disais aussi au début que dans les data centers de Azure, effectivement, il y a des équipements physiques. Ceux qu'on a l'habitude de voir dans nos data centers ici, c'est les mêmes. Voilà. Donc, il y a les baies de haut niveau, ou bien de haut de gamme, qui ont un fonctionnement comme ça. Voilà. Donc, ils ont une intelligence qui permet de redisposer les données sur les disques en fonction de l'utilisation. Donc, par Mhm. exemple, ceux qui connaissent les baies, les data domaines au-delà des séries 5500 et quelques ont cette capacité-là. Chez HP, par exemple, que je connais bien, on avait les 3 parts qui pouvaient faire ça, aujourd'hui remplacés par les Primera. Donc, quand Mhm. tu crées, par exemple, un volume et tu mets tes données, lui, en fait, lui, il fait un calcul
sous forme de facturation en son sein, en fait. Donc, plus il y a des données sur les disques rapides, lui, il estime que c'est coûteux. Donc, Mhm. chaque fois, il va analyser et quand il se rend compte qu'il y a une donnée qui est moins utilisée, il va déplacer ce volume ou bien cette donnée-là pour l'envoyer vers des disques moins rapides pour que Mhm. ça devienne moins coûteux. Donc, ça, c'était un fonctionnement des baies de stockage que Azure a implémenté. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, quand tu paramètres comme ça, Azure va le faire. C'est bon? Mais tu peux aussi paramétrer, c'est-à-dire que là, tu indiques lors de la création de l'objet. Mais après, tu peux configurer pour que Azure va opérer de manière automatique, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure sur les baies. Donc, tu peux dire, par exemple, déplacer vers le stockage sporadique si la condition est remplie. Donc, vous voyez en haut, ils ont mis si objets blocs de base ont été modifiés pour la dernière fois il y a jour. Donc, si toi-même, tu te dis, hein, tu dis, par exemple, chez moi, si mes objets blob ont été modifiés pour la dernière fois depuis, par exemple, 15 jours, il faut les déplacer pour les envoyer, par exemple, sur la partie froid. Hein? Voilà. Si, par exemple, ça a été modifié, il y a de cela, par exemple, 30 jours, il faut les envoyer directement à l'archive. Ceux qui sont dans l'archive, là, si ils ont fait, par exemple, 5 ans sans toucher, il faut les supprimer. Alors, D'accord. ici, oui, ça permet de gérer ce qu'on appelle le life cycle. Et l'objectif ici, c'est quoi? C'est toujours d'économiser. C'est Parce ça. que plus tes données sont là-bas, même si Azure te dit ça ne coûte pas cher, mais ça coûte quelque chose. Vous comprenez, non? Oui, Ça coûte oui. toujours quelque chose. Mieux vaut zéro que payer quelque chose. Mhm. Donc, autant vous pouvez limiter, minimiser les dégâts, il faut le faire. Donc, ici, le paramétrage pour la gestion du cycle de vie vous permet de déplacer les données des disques les plus rapides vers les disques les moins rapides, ou bien de les supprimer en fonction de ce que vous aurez défini. D'accord. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Sur le bloc. OK. Donc, on a aussi la réplication des objets blob. Bon, ça, ça dit que, on te dit, tout à l'heure, on a vu les modèles de synchronisation. Mhm. On a dit que quand tu choisis, par exemple, du LRS, tes données sont répliquées dans euh, à trois copies dans une même région. Donc ici, on peut répliquer, par exemple, des données d'une région vers une autre région. Voilà, D'accord. ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a le blob 1 qui a été répliqué de la région 1 à la région 2, tandis que Mhm. le blob 3 a été répliqué de la région 1 à la région 3. Donc, par Mhm. exemple, si le blob 1 avait été créé avec, par exemple, du LRS, on allait avoir trois copies, Mhm. mais cette fois-ci à l'intérieur de la même région 1. Maintenant, Oui, oui. si le blob 1 est répliqué sur la région 2, c'est que sûrement, soit c'est du, comment on appelle ça, ce qu'on a vu, c'est du GZRS. Voilà. Donc, on a trois copies dans une région et puis trois copies aussi dans une autre région. Par là, c'est sur deux régions différentes. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, le stockage, très, très important. Alors, la sécurité au niveau du stockage. Alors, sachez que, comme je l'ai dit au début, toutes les données manipulées à l'intérieur d'un compte de stockage sont par défaut scriptées par le Storage Service Encryption Azure. Et on peut utiliser aussi le airbag, Mhm. comme on l'a vu. Lui permet de gérer l'accès aux ressources. Donc, on peut utiliser le airbag pour protéger l'accès à des données.
Et sachez également que pour tout ce qui est partage de données, la recommandation, c'est d'utiliser le SMB 3.0 au moins pour les données en transit. Alors, le SMB, c'est quoi? C'est le Mhm. protocole qui permet de faire du share. Donc, quand vous êtes Oui. sur un Windows Server et puis vous faites clic droit partager là, c'est le SMB là qui est derrière qui permet de faire ce partage. Et c'est le même SMB qu'on retrouve dans l'environnement Linux euh, avec le serveur Samba qui nous permet aussi de faire le partage. Donc, la recommandation, c'est d'avoir au moins la version 3.0 sur vos machines. D'accord. Voilà. Bon, aujourd'hui, les versions Windows implémentent des versions supérieures à 3, mais on ne sait jamais. Mhm. Hein, comme j'ai déjà vu dans des environnements Windows Server 2000. Ouais. Donc, on ne sait jamais. Donc, ça aussi, faites beaucoup attention. Il y a des versions qui ne sont pas compatibles à certaines solutions, sinon à certains services. Donc, tu dois avoir le courage, même avec les yeux rouges, de dire à ton boss, vraiment, les PC Windows 7 qu'on a là, Mhm. c'est pas possible. D'accord. Non, on n'a pas de budget, est-ce qu'on peut pas se débrouiller? Ah, le boss, c'est pas possible. Si tu veux, même, il faut écrire dans le mail. Si tu Mhm. n'as pas répondu, c'est pas grave, mais au moins il a vu. Là, Mhm. quand ils vont s'entêter pour faire, là, quand ça va venir, tu seras là. Parce que ce que ces gars-là font, c'est quoi? Ils cherchent toujours à sécuriser et leurs dividendes, comment ils appellent ça, leur prime, plutôt que de faire certains investissements. Voilà. Donc, quand les actionnaires ont demandé leurs dividendes, l'équipe dirigeante, c'est-à-dire ceux qui sont dans le comité de direction, les DG, les autres directeurs, eux, ils cherchent à garantir leurs primes qui sont prévues. Maintenant, c'est après tout ça, maintenant que, bon, si on veut en faire. Donc, quand c'est comme ça, il faut envoyer un mail. Voilà. Mhm. Et puis, tout ce qui est comme disque est aussi crypté par Azure Disk Encryption. C'est un peu comme le BitLocker sur nos PC. Mhm. Voilà. Alors, Shared Access Signature. Bon, si c'est en français, ils ont mis quoi? Signature d'accès partagé. Le vrai nom en anglais, c'est Shared Access Signature, le SAS. Alors, Mhm. vous avez déjà utilisé, sinon vous utilisez ça tous les jours. Mhm. Mais certains ne savent pas que c'est ça. Un exemple, si quelqu'un voit. Un exemple. Dominique, un exemple. Toi, tu es un expert. Il n'est pas là. Oh. Mhm. Alors, donc, un exemple du SAS, c'est WeTransfer Ah, ah, d'accord. ou bien Dropbox, tous ces machins-là. Donc, mhm. Alors, comment il fonctionne? Tu fais un paramétrage pour partager des fichiers ou des données avec quelqu'un. Il va générer un lien. Tu envoies le lien à la personne. La personne clique sur le lien et la personne a accès aux données que tu lui as envoyées. Mais la particularité ici, c'est qu'on peut spécifier certaines caractéristiques. On peut dire, par exemple, que quand la personne va recevoir, c'est pour juste lire, lecture seule. La personne ne peut pas copier, imprimer, transférer, télécharger. Non. Mhm. On peut aussi dire contrôle total. Donc, quand il va recevoir, il peut télécharger, imprimer, il peut forwarder, il peut voilà, modifier. Donc, il faut préciser le type d'autorisation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tu dois déterminer l'intervalle de temps, hein, dans lequel l'utilisateur ou bien ton correspondant en question, hein, peut accéder à tes données. Mhm. Ça,
Pour ceux qui ne savent pas, ça se fait sur OneDrive aussi. D'accord. Oui, si tu as OneDrive, tu as un dossier ou un fichier que tu veux partager, tu peux lui donner accès, Oui, hein, oui. sur le OneDrive. C'est la même chose. Oui, Google Drive, OneDrive, c'est Voilà, vrai, on peut créer voilà, des la même chose. collègues. Donc, quand tu le fais, tu te donnes la date de début, la date de fin, l'heure de début, l'heure de fin. Il faut faire très attention si ton correspondant est dans un pays où il y a décalage d'horaire entre vous. Mhm. Mhm. Oui, ben, si tu mets 10 heures et que ton 8 heures ici correspond à 10 heures là-bas, quand il va recevoir, c'est déjà fini. C'est ça. Donc, il Mhm. faut faire beaucoup attention. Et puis, tu peux même préciser le protocole. Tu peux imposer le protocole qu'il doit utiliser. Ah, Oui. C'est que si tu dis HTTPS uniquement, c'est HTTPS. S'il prend HTTP, ça ne marche pas. mhm. Tu peux même, si c'est à l'intérieur de votre réseau, imposer, sinon indiquer les plages d'adresse IP qui peuvent, hein, utiliser ce lien-là pour accéder à la donnée. Ou bien tu peux même mettre simplement l'adresse IP de son PC. Mhm. Donc, ça veut dire que à part lui, son PC là, s'il copie les liens pour envoyer à quelqu'un d'autre là, quand l'autre va exécuter, ça ne va pas marcher. Mhm. C'est Ok. bon? Oui, Donc, oui. quand vous aurez fini de renseigner toutes ces informations, vous cliquez sur générer une URL et un jeton. Et voilà ce qui suit. Il va vous générer ça, ce qui est en rouge là. D'accord. Ce qui est en rouge s'appelle URI. D'accord. Donc, l'URI est constitué de deux éléments. On a l'URL qu'on connaît et puis on a le jeton qui est le token. Je suis sûr que vous avez déjà vu des choses comme ça une fois. C'est que tu prends une URL qui est suivie par des chiffres, des codes, plein, qui te permettent d'accéder à Mhm. un fichier. C'est ça. En général, c'est quand vous partez sur des sites pour télécharger des fichiers PDF. Là. C'est ça. Voilà, vous voyez ces genres de liens. Donc, l'URI va vous permettre d'accéder. Et normalement, à partir de l'URI, tu peux savoir quelle est la configuration que, hein, la personne qui t'envoie le fichier a fait. Donc, ce qui est en rouge là, on va lire et puis expliquer. D'accord. Qui peut se jeter? D'accord. Bon, on va essayer. Oui. Donc, de HTTPS jusqu'au slash là, Mhm. je pense que c'est l'URL. Mhm. D'accord. Bon, bah, icône blog, tout ça, c'est comme si c'était le lien pour avoir accès. Mhm. Maintenant, je vois qu'il y a la date et il y a l'heure. Mhm. Faut dire ce que tu vois. Bon, SP égale reste égale 20 là. Moi, c'est la date de début, C'est quand la date de début? 20 20 ah pardon, hein, 11 mai 2020 Mhm. à 18h31. Mhm. Et ça doit expirer le 12 mai 2020 Mhm. à 2h31. Mhm. OK. Donc, l'autorisation, c'est Voilà. du 11 mai 2020 au 12 mai 2020. Donc, de Voilà, 18h31, 43 secondes c'est ça. Donc, à il faut 2h31 minutes, 43 40 secondes aussi. secondes. Donc, Ensuite, il faut qu'est-ce que le tu vois encore? protocole là, Mhm. c'est uniquement HTTPS. OK. Et puis quoi encore? Maintenant, la date que je vois là, c'est plus trop. 2019, C'est Mhm. octobre 2019 là, je sais pas Mhm. trop. C'est que c'est. Ensuite, Maintenant, qu'est-ce que tu vois après, encore? c'est le jeton, la clé. Mhm. Donc, c'est le jeton qui est à la fin. Oui, Donc, la oui. date que tu vois, le SV détermine la version. Ah, d'accord. Voilà. C'est comme Donc, c'est exactement ça. Donc, normalement, ça aussi, vous pouvez tomber sur une question comme ça à l'examen. On peut vous donner et Mhm. puis on va vous demander d'interpréter. D'accord.
Donc, le storage service encryption dont je vous parlais, qui permet de crypter par défaut toutes les données qui sont manipulées à travers notre compte de stockage. Donc, il y aura une clé que Microsoft va nous donner. En général, c'est la clé de chiffrement AES 256 bits. Mhm. Maintenant, si chez vous, je n'ai pas de votre organisation, vous Mhm. estimez que non, les 256 bits, c'est petit, vous avez un autre outil là-bas qui peut chiffrer à 1024 ou bien 2000, combien là-bas. Bon, là, vous cliquez maintenant sur clé générée par le client. Donc, dans clé générée par le client, vous allez fournir cette clé-là, voilà, pour que Azure puisse l'utiliser pour chiffrer les données qui sont dans votre compte de stockage. C'est bon? Mhm. Si vous n'en avez Oh, pas, je vous conseille d'utiliser pour Microsoft. Voilà, ça ne tue pas. Oui, mais tu sais, on a des IT qui aiment toujours faire les choses. Bon, il est conseillé de ne pas toujours faire les suivants par défaut. mais il y a des fois, là, Il y a des fois c'est là une- aussi, voilà, il est mieux d'utiliser ce qui est là. surtout Donc, quand on n'a pas la maîtrise. voilà. Donc, nous voyons maintenant comment on fait le partage de fichiers sur Azure. Le partage de fichiers, c'est-à-dire, de la même manière, vous avez un serveur de fichiers, vous créez un dossier, vous y mettez des fichiers, des données, et puis vous partez sur le fichier, vous faites clic droit partager, tout ce que vous faites comme propriété, sécurité, tout ça. C'est la même chose. D'accord. Sauf que ici, on est sur Azure. Mhm. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, le partage de fichiers va utiliser le protocole SMB, comme je l'ai dit, avec une interface REST. Pour ceux qui... Attends, attends. Voilà. Vous êtes déjà lavé. Il y a un archange Allez vous là-bas. laver. Laver. Il y a un archange là-bas. Serge, ton micro est ouvert. Excusez. Non, je Mhm. demande s'il y a Désolé, un excusez-moi. archange là-bas. Oui. Ah, il y a un archange chez moi aussi. Ah, Bon, moi, ils sont beaucoup souriants. c'est que vous êtes dans les niveaux célestes. Voilà, donc, le Azure File va utiliser voilà, c'est ça, une interface REST client et puis voilà, permet d'accéder partout aux fichiers stockés, donc everywhere. Mhm. Alors, dans quel cas on l'utilise? La migration lift and shift ou du cut over, si vous voulez, d'une application vers le cloud. Donc, euh, vous avez une application que vous devez migrer. Bon, soit ce n'est pas une application web, donc vous pouvez euh, exporter la VM en dossier Mhm. et puis utiliser Azure File pour que ce dossier-là puisse être synchronisé ou bien répliqué sur Azure. Alors, on peut l'utiliser dans le cadre du stockage des données partagées sur plusieurs machines virtuelles. Par exemple, si vous avez des serveurs web qui utilisent, par exemple, je ne sais pas, un même dossier pour fournir des services. Voilà, ce dossier-là, au lieu d'avoir le même dossier sur chaque serveur web, on peut l'avoir à un endroit partagé et puis les autres, tous les serveurs ont accès. Donc, pour les outils de développement aussi, ça, c'est nos amis développeurs, quand ils ont des projets de développement. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est Azure File. Donc, à comparer avec l'objet blob qu'on vient de voir, l'objet blob également va utiliser une interface REST pour les clients stockage de données non structurées, tout type de données, comme on l'a dit, voilà, et permet d'y accéder à grande échelle dans des blobs de blocs. Prend en charge des scénarios d'accès aléatoire et streaming, comme je l'ai expliqué pour le cas de Netflix, Mhm. et puis accéder aux données d'application partout, everywhere you go, enfin, everywhere you will be, Yeah. ou bien Everywhere. everywhere you are. Well, you C'est need ça, hein? the service. Mhm. Everywhere you are, everywhere you will be, and everywhere you will go. Bon, Yeah. non, everywhere you go. Ça, c'est MTN qui a dit ça. C'est ça. Pour nous, c'est everywhere, partout.
que tu sois dans le sky, sur la terre, underground, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il y a On the Internet? sky. Hein? On the sky. Yes! Quand les gars vont sur comment ils appellent ça, une station, quoi, internationale, là, il y a Internet là-bas. Ah, ça, c'est intéressant. J'aimerais savoir comment ils ont fait. Ah, mais c'est pas satellite. Satellite. Mhm. C'est pas Ils ont satellite. intégré là. Parce que D'accord. s'il n'y a pas Internet, là, ils communiquent comment? Ok. Donc, voilà comment se fait le partage des fichiers. Mhm. Alors, sachez que le partage des fichiers existe, pas seulement pour ceux qui sont dans l'environnement Microsoft, mais ça existe aussi hein, pour l'environnement Linux et Mac OS. D'accord. Voilà. Donc, vous allez créer votre lecteur. C'est ce qu'on fait, non? Quand on partage, on choisit un lecteur. C'est Il y en ça. a, il y en a qui choisissent O, M, N, Q, S, tout ça. Donc Mhm. ici, on va choisir par exemple le Z. Mhm. Et puis, on va lui dire... Alors, si on choisit Active Directory, ça veut dire que la machine qui va se connecter pour avoir le partage doit être une machine soit connectée à Azure AD ou bien C'est ça. inscrite dans Azure AD. Mais si c'est une Exact. machine qui n'est pas inscrite dans Azure AD, dans ce cas, il faut générer ce qu'on appelle une clé de compte de stockage. Donc, c'est la D'accord. clé de compte de stockage qui est en gris là. Ça Mhm. ressemble à quoi? À un petit script, Oui, ça ressemble à un script en tout petit cas. script JSON. Donc, tu C'est copies ça. ça, tu vas sur ton PC et tu vas exécuter cette clé-là. Et quand tu l'exécutes, c'est cette clé qui va permettre de mapper le lecteur en question sur ton PC. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'environnement Microsoft. Et dans Il y a une l'environnement, question. oui, Si le port 445, là, il est fermé, il est utilisé, là, un, il y a un, un. possibilité de modifier? Tu l'utilises pour faire quoi? Sur ton PC, là. C'est sur ton Je- PC? Oui, c'est une question pour Ah, demander si. s'il y a la possibilité de... Non, C'est forcément 445. lui, c'est le 445 qu'il utilise. Donc, si tu as déjà utilisé, peut-être tu as modifié l'autre configuration que tu as déjà fait. D'accord. Ok. C'est bon? D'accord. OK. Maintenant, pour Linux et macOS, c'est en ligne de commande Ah, hein, à d'accord. travers la commande mount. Oui. C'est bon? Voilà. Mhm. Maintenant, quand tu fais comment on appelle ça? Le partage de fichiers, Azure recommande de faire par moment des snapshots. Les snapshots, pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir, par exemple, plusieurs versions hein, de ton fichier. Mhm. Et puis, si par exemple, tu as fait des modifications qui sont mal passées, ça te permet de revenir sur la version initiale. Un rollback. Mhm. Alors maintenant, c'est pas parce que Azure dit ça que tous les jours tu vas faire du snapshot, hein. C'est ça. Alors le snapshot a la même taille que le fichier original. Non, C'est ce que vous devez espace. savoir. Comment? Mhm. Et dit donc espace. Oui, donc il n'est même pas... Enfin, Microsoft dit que tu dois le faire que lorsque tu dois, par exemple, mener des actions, par exemple, de maintenance, faire Je vraiment vois. une modification majeure, hein, Mhm. pour laquelle, si tu perds ton fichier ou bien les données, ça sera crucial pour toi. Donc, tu peux utiliser le snapshot. Ok. Sinon, la sauvegarde est encore mieux. Ok. C'est bon? Très bien noté. Donc, du fait que les snapshots ont la même taille que les données, donc, plus tu fais les snapshots, ça consomme de l'espace. C'est ça. Voilà. Alors ici, c'est le soft delete. C'est un peu comme une corbeille. Ça existe déjà dans Azure Active Directory ou bien dans l'AD on-prem sur Windows Server. On l'appelle le soft delete. Qu'est-ce qui te permet de faire? Il te permet juste de récupérer
des données que tu as supprimées par inadvertance. Je ne sais pas si vous comprenez. Hmm. C'est comme par Oui, exemple, ça tu peut vas sur arriver. ton PC et puis tu fais Shift, Delete. Qu'est-ce qui se Et passe? puis, ça, c'est une suppression permanente, hein. Permanente. Et tu as tout perdu. C'est ça. Ah, alors que chez Azure, quand tu crées un compte de stockage, tu paramètres le soft delete. Par D'accord. défaut, je crois que c'est 7 jours, hein, mais toi-même, tu peux modifier. Augmenter. OK. Voilà. Aller jusqu'à 1 an si tu veux. Mais tout ça aussi, c'est payant, hein. Ouais. C'est subtil. Non, Hmm. non, je vous dis la vérité, c'est subtil. On vous montre pas, si vous voulez, on vous montre pas un prix en tant que tel, mais c'est payant. Je sais pas si vous voyez. C'est un dangereux marketing, hein. Oui, parce qu'en fait, c'est c'est les choses pour lesquelles vous voyez les prix là, en général, c'est les VM. Mhm. Le Mais à reste, là. part ça, les autres services là, non, j'ai créé une VNet, j'ai créé un compte de stockage, tu vas pas avoir un prix devant, mais c'est payant, ça consomme. Mhm. Hmm. Donc, on peut paramétrer et ça te permet, dans l'intervalle de ce temps que tu as paramétré, de pouvoir restaurer, hein, des données que tu as supprimées. D'accord. Voilà. Ça fonctionne seulement pour Azure, hein, sauf pour tout ce qui est partage NFS. NFS, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent. NFS. NFS. NFS, généralement, quand je le vois, c'est quand je... C'est quand le formatage des disques, des clés, dans le format Mhm, NFS, le format mhm. FAT32. Ce sont des Comment? formats. Et il y a des formats NFS, format Les FAT32, surtout. gars, faites vite, faites vite, faites vite. NFS, c'est pas compliqué. Hein? Dominique est là? Il nous a fui Oui, carrément. NFS, donc c'est c'est quoi? là. NFS. Bon, NFS, c'est un système de fichiers Mhm, Mhm. qui, qui permet de faire euh, des systèmes de fichiers distribués, en fait. mhm. Bon, est-ce qu'ils ont Donc, compris? Bon, moi, j'ai compris un système de fichiers distribués. Oui, vas-y, si tu as bon, d'autres choses donc à c'est ajouter. un système, bon, c'est un mécanisme de stockage de fichiers Mhm, sur le réseau. mhm. OK. Donc, Mhm. quand vous utilisez NFS, comme il a dit, ça permet de faire du stockage distribué, mais Mhm. sauf que ce stockage distribué-là, c'est environnement hétérogène. Mhm. Donc, par exemple, si tu es dans un environnement où tu as des machines Windows, des machines Linux, voilà, et que tu veux que, par exemple, une machine Linux puisse accéder à des données d'une machine Windows, ou bien tu crées un partage sur, par exemple, un NAS, et que tu veux que ce partage-là soit accessible et en même temps par des machines Windows et des machines Linux, voilà, tu peux utiliser le NFS. D'accord. Bon, il est utilisé aussi dans le cadre bon, du stockage sur les baies aussi. Mhm. Voilà. Ensuite, on a des outils qui nous permettent de pouvoir gérer nos comptes de stockage, sinon nos stockages, sans forcément aller sur Azure, D'accord. Ça comme a- le Storage Explorer. Mhm. Mais faut aller sur Azure pour pouvoir prendre ça. Azure, là, tu n'as plus Non, tu vas sur Google, tu tapes Azure Storage Explorer Download. Tu vas télécharger, c'est gratuit. D'accord. Et quand tu l'installes, pour pouvoir voir tes comptes de stockage, tout ce que tu as créé là-bas, les blobs, les quoi, tout ce qu'on a vu aujourd'hui là, pour pouvoir voir ça, tu dois te connecter, hein. Donc, tu vas fournir, par exemple, le compte admin et le password qui te permet de te connecter au portail, là. Tu fournis la même chose ici. Et une fois que tu es connecté, il va t'afficher tout,
hein, un peu comme si hein, tu étais... où ça? Je vais vous montrer. Un peu comme si tu étais ici. Voilà. Storage et compte. Donc, il va t'afficher tous les comptes de stockage que tu as. Mhm. Voilà. Bon, ici, est-ce que j'en ai? Voilà, j'ai un. Donc, il va t'afficher tous les comptes de stockage que tu disposes. Voilà. Et c'est gratuit. Donc, tu peux l'installer sur ton PC. C'est bon? D'accord. Alors, et pour ce cours-là, vous aurez un lab avec 3 tâches. Mhm. Voilà. Donc, créer un compte de stockage, configurer des objets blob et puis configurer des partages de fichiers. Alors, je vous ai envoyé un lien pour ceux